Je passe la parole à Sylvine Piquel-Chevalier, qui est donc géographe, enseignante, chercheuse à l'UFR-ITBS, l'Université d'Angers, et qui est également responsable du master tourisme et loisirs sportifs et de la licence professionnelle commercialisation des produits équins. Et donc, Sylvine, tu travailles aussi également sur l'essor du tourisme et des loisirs équestres dans le monde, parmi d'autres problématiques. Et donc, l'objet de ton intervention, c'est l'équitation, un sport de pleine nature s'inscrivant dans les enjeux de développement durable. Merci. Donc, effectivement, comme mes problématiques de recherche gravitent autour de la relation entre tourisme et environnement, et que l'équitation est identifiée en France comme un sport de pleine nature. Donc, je me suis posé la question de savoir en quoi est-ce que c'est véritablement un sport de pleine nature, qui donc signifierait qu'il se pratique majoritairement dans un milieu extérieur, et en plus qu'il correspondrait à une recherche en fait d'immersion dans la nature. Et aujourd'hui, cette relation en fait, à la nature est aussi associée au concept de développement durable, donc préservation de l'environnement et retombées locales. Donc en fait, effectivement, la question est de savoir est-ce que effectivement le contact avec la nature que semble impliquer le rapport au cheval est réel, est un critère qui influence dans la pratique équestre du tourisme extérieur, ou est-ce que l'équitation, l'association de l'équitation aux enjeux de pleine nature relève plus en fait d'une volonté politique, c'est-à-dire véhiculée par des institutionnels ou des professionnels. Donc afin de le savoir, on va revenir d'abord rapidement sur la structuration des licenciés, pour savoir quel pourcentage en fait en France s'intéresse véritablement à l'extérieur. Et puis on essaiera d'avancer un petit peu sur leurs caractéristiques, leurs usages et leurs motivations. Et enfin, on s'intéressera donc à cette inscription du cheval d'extérieur en fait dans le développement durable. Alors, d'abord, rapidement en fait, pour revenir sur la structuration, pour mémoire, la popularisation du cheval en France correspond essentiellement aux années 50, plus particulièrement aux années 70, avec la création du Poney Club. Il faut savoir donc que le nombre de licenciés a été multiplié par près de 5 entre 1984 et 2010. On a aujourd'hui, mais on reviendra dessus je pense par la suite, plus de 680 000 licenciés, ce qui en fait la 3e fédération sportive. Et la dernière petite chose à savoir, c'est que la popularisation du sport, du loisir équestre, s'arrête essentiellement à la jeunesse, plus particulièrement au Poney Club, c'est-à-dire que la compétition est beaucoup moins populaire. Alors, le premier point important à souligner, c'est que l'équitation n'est pas, en fait, dans les faits, et en dépit de ses origines, c'est-à-dire à vocation de déplacement à l'extérieur, une activité de pleine nature. Parce que quand on s'intéresse à l'offre, en fait, la grande majorité des établissements se consacrent essentiellement à des activités d'enseignement, 80% d'entre eux, donc en manège ou en carrière. On n'a que 20% des structures qui se consacrent à une activité de tourisme équestre ou de pension, donc ça veut dire que même pas 20% font strictement du tourisme équestre. Par contre, ce qui est intéressant quand même à relever, c'est que la moitié en fait, des centres équestres, en général, proposent des activités d'extérieur comme diversification. Donc il y a une présence attestée. Alors, en ce qui concerne le nombre de pratiquants maintenant, puisque là on a vu l'offre, en 2010, en fait, les licenciés du tourisme équestre représentent un peu plus de 85 000 cavaliers sur donc près de 690 000, donc ça représente seulement 12%. Mais il est important de savoir, comme vous le savez déjà je pense, que beaucoup de gens qui pratiquent le tourisme équestre ne sont pas licenciés. Et selon une enquête menée par les Pays de la Loire en 2008, ce serait 45% en fait seulement des pratiquants de la randonnée équestre qui seraient licenciés. Donc ça veut dire qu'on a quand même une marge de manœuvre importante, néanmoins ça reste quand même minoritaire. Alors, néanmoins, l'intérêt pour l'extérieur, même s'il est minoritaire, il existe et il est en développement. Donc, on rappellera en 1961 la création de l'Equirando, qui est un bivouac festif qui rassemble pendant 3 jours entre 800 et 1500 chevaux et cavaliers sur une destination qui change tous les ans. Alors, très rapidement aussi, puisqu'on l'a vu, la création en 1963 de l'ANTE, Association nationale pour le tourisme équestre. C'est quand même 40 ans après la création de la Fédération française des sports équestres en 1921. Bon, on sait que les 3 composantes sont aujourd'hui rassemblées dans la Fédération française d'équitation, mais on en parlera plus à la session d'après.
Alors, on voit en fait cet essor qui continue un peu son envol avec des créations nouveaux comme la création du trek, technique de randonnée équestre et de compétition en 1987, les galops de pleine nature qui sont donc en fait des examens adaptés à la volonté d'être en extérieur en 2000, des brevets du randonneur ou encore le label Centre Tourisme Équestre qui est destiné à donner de la lisibilité aux structures qui associent cette pratique à leur centre équestre. Alors, la popularisation de l'équitation d'extérieur, on l'a déjà vu un petit peu aussi, par rapport à la création, au développement des tours opérateurs spécialisés. On a parlé tout à l'heure de Cheval d'Aventure, qui a été créé en 72, Rando Cheval, on a la chance d'avoir ici, qui a été créé en 98, et Cavalier du Monde, qui a été créé en 2005, donc on a vu tout à l'heure, et il y en a quelques autres. Donc, qui proposent des voyages à cheval tout compris sur tous les continents. Et puis, on a aussi le développement de publications spécialisées, d'ouvrages, beaucoup aux éditions Vigo et aux éditions Belin, notamment, et de la presse. On a beaucoup de presse et on aura d'ailleurs des représentants aussi on a la Cheval Magazine, on aura des représentants de randonnée à cheval aussi. Donc voilà, on a Randonnée à cheval, l'Attelage Magazine, l'Estafette, et on a aussi des reportages consacrés au tourisme tous les mois dans les magazines de Cheval Magazine ou Cheval Pratique. Donc, on a un développement, une activité minoritaire en développement, mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça correspond, ce développement, à une volonté des cavaliers de retour à la nature et de faire un tourisme plus doux dans le concept donc, du développement durable. Alors, les enquêtes qui ont été menées à ce propos nous font voir qu'a priori, ce n'est pas ce que recherchent en premier les cavaliers. C'est-à-dire que, selon une fois de plus une enquête menée par les Pays de la Loire en 2008, auprès des randonneurs autonomes, c'est-à-dire des randonneurs qui partent plusieurs jours avec leurs chevaux, les principaux critères qui déterminent l'itinéraire de ces derniers sont d'abord et avant tout des itinéraires fiables à cheval, donc la sécurité, des lieux d'hébergement adaptés pour les chevaux, des lieux de halte permettant l'abreuvement des chevaux et les pique-niques, et des lieux de restauration adaptés pour les chevaux. Donc des choses très structurelles. Alors, les sites touristiques, culturels ou naturels les intéressent, mais intéressent moins de la moitié d'entre eux, seulement 40%. Donc ça vient bien après. Alors, un phénomène similaire se réitère avec les clientèles des centres équestres qui achètent donc des produits aussi de plus de balades la journée. Et donc, en fait, selon une étude menée par le Comité national du tourisme équestre en 82, le premier critère en fait recherché par cette clientèle, c'est le contact avec le cheval et l'accueil de la structure, c'est-à-dire la convivialité pour 80% d'entre eux. Puis la détente, puisqu'on est dans du loisir, pour 75% d'entre eux, la notoriété du centre, donc ça c'est aussi la sécurité, 60%, et seulement après l'envie d'évasion, 57%, et la beauté du site, 55%. Donc ça veut dire qu'une fois de plus, le recherche à la beauté des paysages plus qu'à réellement la nature existe, mais n'est pas l'élément déterminant. Et enfin, cette convivialité, elle se retrouve encore chez les théos spécialisés, en travaillant aussi avec des entretiens et les résultats d'enquête de Christophe Le Sourd qu'on a vu ce matin. Donc il l'a dit, donc je le redis, la première chose en fait qui apparaît dans ce que recherche la clientèle, ce qui fait qu'il y ait la réussite en fait d'un produit, c'est la personnalité et la qualité du guide. Alors, la beauté des paysages et le patrimoine naturel et culturel sont aussi recherchés, bien sûr, mais pas plus que la qualité de la cavalerie, de la sellerie ou de l'intendance. On dit souvent dans le tourisme équestre qu'une fois qu'on a distribué les chevaux, la balade est assurée, c'est-à-dire que vraiment le choix du bon cheval pour le bon cavalier est essentiel. Alors, la spécificité de Cavalier du Monde, je reviens un peu dessus, puisqu'il n'a pas beaucoup dit, parce qu'il est modeste, c'est d'adhérer à la terre, agir pour un tourisme responsable. Et selon donc Christophe Le Sourd, en fait, ce n'est pas du tout un choix déterminant en fait, pour sa clientèle, c'est-à-dire qu'il a très peu d'informations dessus, et ça relève beaucoup plus d'un choix en fait, personnel, de conviction personnelle, c'est-à-dire que la pratique qu'il développe soit à la fois minimise les impacts sur l'environnement et puis qu'il y ait des retombées locales. Mais vraisemblablement, selon des entretiens faits avec lui, il y a très très peu de questions là-dessus de sa clientèle, donc c'est pas du tout quelque chose qui fait que les clients vont s'orienter plutôt vers lui. Donc c'est pas un choix en clair marketing et stratégique, c'est plus une conviction personnelle. Alors, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est en fait un petit peu les caractéristiques de cette population. Donc on a déjà vu un petit peu ceux qui pratiquent plutôt l'extérieur. Donc elle reste majoritairement féminine, mais dans des proportions qui sont moins fortes, c'est-à-dire plutôt 70% de la cavalerie, des cavaliers, alors que sinon on est sur du 80%. Elle est plus âgée, puisque 35 ans en moyenne, alors que dans l'équitation classique, 65% en moins de 17 ans.
Elle est issue de catégories sociales intermédiaires ou supérieures, et puis elle détient un niveau équestre modeste, c'est-à-dire galop 4 ou 5. On rappelle que c'est le galop 7 qui permet de faire de la compétition. Donc 4 ou 5, c'est simplement être capable de se débrouiller avec son cheval aux 3 allures. Donc ça laisserait à penser qu'en fait, plus qu'une volonté d'immersion dans la nature, l'équitation de pleine nature serait plutôt, enfin d'extérieur plutôt, serait une équitation alternative, qui reposerait donc sur une recherche de confort, ça c'est important, de convivialité, de dépaysement sécurisé. On en a parlé tout à l'heure avec l'Angleterre et avec le Canada, et je pense que c'est quelque chose de vraiment très marquant, c'est-à-dire ça n'est pas la vraie aventure, on ne cherche pas des chemins en fait qu'on va débroussailler, on cherche la sécurité, avec une technicité beaucoup moins exigeante, beaucoup moins sportive. Donc une alternative à un haut niveau sportif en manège. Alors enfin, comment on peut... Est-ce que finalement donc l'équitation d'extérieur s'inscrit dans les préceptes du développement durable? Eh bien peut-être, mais en fait c'est quelque chose qui n'émane pas du tout des pratiquants, mais des collectivités en fait. C'est-à-dire que des collectivités, des institutions. C'est-à-dire que les collectivités et les institutionnels peuvent voir le cheval, l'image du cheval, comme un moyen effectivement de faire un tourisme plus doux avec des retombées locales. Alors on rappellera que la FFE, donc la Fédération française d'équitation pour les étrangers, s'est associée en 2010 avec le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, pour inciter les clubs à organiser des manifestations pendant la semaine du développement durable, notamment à destination des enfants. Mais on note que seulement 40 clubs ont participé sur 5000. Donc ça veut dire que l'adhésion des professionnels, elle reste en fait restreinte. Bon, c'est le début aussi. Cette association du cheval au développement durable est aussi très relayée par les collectivités locales. Alors, bien sûr, on citera les Pays de la Loire, qui est une région donc, qui bénéficie d'une culture équestre importante. Madame Sarah Mitton en a parlé ce matin, je ne reviens pas dessus, et aussi d'une fréquentation touristique importante. Donc la région, en fait, s'efforce de concilier les deux atouts, en fait, en soutenant le tourisme équestre dans une logique de développement durable. En fait, elle va utiliser surtout l'image du cheval comme un média de valorisation du patrimoine naturel et culturel, image en fait qui est quasiment plus à destination des non-cavaliers que des cavaliers qui n'ont pas forcément cette image-là, qui est plus une image utilitaire, utilitaire dans le cadre de leur loisir du cheval. Et un outil de développement local, bien sûr, en s'efforçant d'orchestrer l'offre en hébergement, en restauration et en site qui soit capable d'accueillir des chevaux. Et c'est bien là la difficulté, cette structuration, elle demeure encore difficile dans un contexte, dans le monde du cheval, où la complémentarité des entreprises privées est moins forte que la compétition qui demeure. Alors cette problématique, elle se réitère dans d'autres régions comme la Camargue, bien sûr, qui jouit d'une image forte de cheval et de nature. Mais c'est pareil, les retombées économiques pour les acteurs locaux demeurent insuffisantes, notamment en raison d'un manque de structuration du secteur. Donc pour y remédier, le parc naturel régional s'est investi en préparant une charte du tourisme équestre autour des valeurs de la marque parc naturel régional, qui est la propriété du ministère de l'Environnement, et qui gravite autour des axes du développement durable, donc valorisation du territoire, protection de l'environnement et retombées locales. Donc on voit qu'une fois de plus, en fait, cette volonté en fait, d'associer l'équitation à l'extérieur à des enjeux de développement durable et au retour à la nature relève d'impulsions politiques. Donc en conclusion, l'équitation n'est pas, contrairement à son inscription, donc son identification n'est pas avant tout une activité de pleine nature. Néanmoins, la pleine nature, c'est une filière diversifiée, indéniablement en développement, qui touche une clientèle variée, depuis les pratiquants des balades occasionnelles, les randonneurs autonomes, souvent propriétaires, et puis les adeptes des tours opérateurs. Cependant, ces activités répondent davantage aux besoins, il semble, d'une équitation alternative, plus conviviale et axée non sur le sport, mais l'évasion sécurisée, qui a une sensibilisation réelle aux enjeux du développement durable. Néanmoins, cet aspect des enjeux durables est très, très relayé. Il y a une utilisation véritablement du sport et de l'équitation par les décideurs, qu'ils soient représentants des fédérations ou collectivités territoriales. Et donc, on peut voir que il semble que les cavaliers du tourisme équestre sont plus amenés, ou vont être plus amenés progressivement au développement durable, à voir leur activité comme une activité inscrite dans le développement durable, que c'est par leur territoire, que c'est eux qui l'amènent en fait à leur territoire. Voilà. Merci.